Merci infiniment d'être ici avec nous à l'Agora partagée de l'usine extraordinaire. Donc l'Agora partagée, c'est le volet conférence, la partie conférence de l'usine extraordinaire. Il y a des keynotes et des tables rondes pendant 3 jours qui se succèdent. Donc un grand merci à toutes et tous d'être présents. Aujourd'hui, pendant 15 minutes, vous allez écouter Stéphanie Panayotis qui est à mes côtés, qui travaille chez ITER, qui a 32 ans, qui est docteur en physique et qui va vous parler de son métier. Stéphanie, c'est à toi. Merci beaucoup, merci d'être là. Je vais essayer de vous expliquer donc pourquoi et comment je travaille maintenant aujourd'hui à ITER. Alors, ça c'est moi, donc comme Anthony vient de le dire, je m'appelle Stéphanie, j'ai 32 ans. Je travaille à ITER depuis 6 ans maintenant et je suis chef de projet. C'est peut-être un peu obscur comme concept et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est que ce job? En gros, chef de projet, ça marche pour beaucoup de choses. Et dans mon cas, c'était identifier un problème, identifier un besoin et aller jusqu'à résoudre ce problème ou, on va dire, compléter ce besoin. Donc, typiquement, ça veut dire développer des solutions, tester des solutions, contrôler que tout fonctionne et valider la solution. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est pas très clair ce que je viens de vous dire, donc je vais essayer de vous dire concrètement ce que ça signifie. Donc en gros, tous les jours, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur un composant d'ITER qui s'appelle la chambre à vide, et mon but, c'est de développer l'instrumentation pour ce composant. Ça veut dire développer tous les systèmes de mesure qui vont permettre de mesurer les déplacements pendant l'opération, mesurer la température. Ça paraît assez basique, sauf que quand on voit à quoi ressemble ITER, c'est tout de suite un bien plus gros challenge. Tous les jours, ça veut dire donc suivre des contrats de recherche et développement, faire des réunions, faire des tests. Donc, par exemple, dans mon cas précis, ce sont des tests d'irradiation, des tests de fatigue mécanique, fatigue thermique. Mais c'est aussi des choses peut-être un peu moins glamour, comme gérer des factures, gérer des plannings, gérer des sous-traitants, faire des visites, des contrôles. Donc, ça, c'est la chambre à vide d'ITER. C'est 1/9 de la chambre à vide d'ITER. Et ça, c'est la taille d'une personne qui est en train d'assembler la chambre à vide d'ITER. Et donc, les capteurs dont je vous parlais, c'est ces petites choses-là. Donc, vous imaginez un peu le rapport d'échelle entre le composant sur lequel cette chose travaille et la chambre à vide en elle-même. Donc, ça implique évidemment énormément de contraintes. Et en gros, le chef de projet que je suis essaie de prévoir toutes ces contraintes et de les prendre en compte afin que tout fonctionne bien quand on l'installera à partir de l'année prochaine, et ensuite pendant l'opération pour les 50 prochaines années. Oui, voilà. Évidemment, à ITER, il n'y a pas que des ingénieurs, il n'y a pas que des chercheurs, il y a aussi énormément d'autres métiers. Il y a des projeteurs qui dessinent toutes les pièces dans nos logiciels de 3D. Il y a des analystes qui font toutes les analyses dimensionnelles et tout le calcul de justification. Il y a des électriciens, il y a des experts en construction, puisqu'aujourd'hui, on est en train de rentrer très concrètement dans la phase d'installation. Il y a des acheteurs qui nous permettent de passer tous les contrats et évidemment d'acheter tout ce dont on a besoin pour construire le projet. Il y a aussi évidemment des gens qui travaillent dans la communication, sinon aujourd'hui on ne serait pas là. Et il y a de la métrologie et énormément d'autres choses, des juristes, etc. Et concrètement, ITER, c'est pas seulement de la technique ou ce dont je viens de vous parler, c'est aussi travailler dans un environnement multiculturel, parce que c'est un projet international avec 7 contributeurs qui sont l'Europe, la Russie, les États-Unis, la Chine, la Corée, l'Inde et le Japon. Donc ça veut dire travailler en anglais tous les jours, ça veut dire communiquer avec des gens qui ont une culture différente, parce qu'on ne parle pas à un japonais comme on parle à un marseillais, typiquement. Et donc tout ça fait que ce job est en fait très très intéressant. Alors pourquoi je travaille à ITER aujourd'hui? Donc en fait, j'ai toujours été intéressée par les sciences. J'ai toujours été curieuse des sciences. Et je dois dire aussi que j'ai toujours été plus ou moins intéressée par le nucléaire. J'ai toujours aimé apprendre et comprendre. Et je pense que dans ce métier, justement, chef de projet, ça répond complètement à mes attentes parce que tous les jours, il faut trouver des solutions. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours rester sur ses bases et utiliser ce qu'on sait. On est obligé de se renouveler, sinon on est très vite perdu.
J'ai toujours été curieuse et tenace, bon ça voilà, et j'ai toujours aimé les défis. Et ITER, je pense, est aujourd'hui un des plus grands défis scientifiques qu'on puisse trouver dans la région, c'est sûr, et certainement aussi dans le monde. Comment j'en suis arrivée là? En fait, j'ai un parcours assez simple. J'ai fait un bac scientifique qui n'existe plus aujourd'hui, mais j'imagine que c'est l'équivalent d'une option maths ou physique. J'ai fait une licence à l'Université de Marseille, un master dédié à la fusion nucléaire à Marseille, une thèse, et ensuite, voilà, je suis arrivée à ITER. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une thèse, mais généralement, ce n'est pas tellement ce qu'on croit. Ce n'est pas 3 ans à la fac à étudier dans un laboratoire. C'est en fait plus que ça. Dans mon cas, c'était 3 ans au CEA, à Cadarache. Donc, ça veut dire... en fait, c'est un vrai travail. C'est un projet de 3 ans. On a 3 ans pour répondre à une question. Et on a aussi 3 ans pour préparer une soutenance. Donc, c'est un projet en soi. Et ce n'est pas du tout comme être 3 ans à la fac, en fait. Je suis allée très vite, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs chemins. Je sais qu'aller à la fac, ce n'est pas nécessairement le chemin le plus conventionnel, mais en tout cas, ça a marché pour moi. Dans un projet scientifique, il n'y a pas que des jobs scientifiques, on peut aussi faire énormément d'autres choses. Et il n'y a pas que des bacs plus 8 non plus. On peut trouver des emplois à ITER avec des niveaux différents et dans des sujets différents. Et on a besoin de toutes ces compétences-là pour construire l'usine de demain. Ce n'est pas qu'avec des ingénieurs qu'on y arrivera. Voilà. Merci. Merci beaucoup Stéphanie, on peut l'applaudir, merci. Stéphanie, je vois que tu as froid, mais reste avec nous encore quelques minutes. Avant peut-être de prendre des questions de la salle, j'espère que vous en avez. Moi j'ai 2 questions. Déjà, peut-être peux-tu nous, même si tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi ITER? Qu'est-ce que c'est ITER? Et tu as cité le CEA de Cadarache aussi, où tu as fait ta thèse. Qu'est-ce que c'est que le CEA aussi? Alors, ITER, donc, c'est un projet de recherche aujourd'hui qui est dédié à montrer que la fusion thermonucléaire, c'est une source d'énergie de demain. Donc, la fusion nucléaire, en fait, c'est ce qui se passe dans le Soleil. C'est comme ça que le Soleil vit, en fait. Et l'idée sur ITER, c'est de reproduire cette source d'énergie sur Terre. Donc, dans le Soleil, donc on a un gaz chaud qui s'appelle un plasma et qui est donc cette source d'énergie. Dans le Soleil, le plasma est confiné, maintenu en place par le poids du Soleil, par la gravité. Sur ITER, on n'a pas cette possibilité, donc on utilise des champs magnétiques, de très gros aimants, pour maintenir le plasma en position. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va créer de l'énergie. Donc l'idée d'ITER, c'est de montrer qu'on peut créer 10 fois plus d'énergie que ce qu'on en injecte. Et une fois qu'on aura démontré ça, on pourra ensuite passer au réacteur industriel qui, lui, fabriquera de l'électricité. Et le CEA, Stéphanie? Le CEA, c'est une entité publique qui travaille de manière générale sur les énergies, à la fois le solaire comme le nucléaire. Et dans le cas particulier de ma thèse, moi j'ai fait ma thèse au CEA sur une machine de fusion aussi qui s'appelle WEST et qui, elle, est dédiée à la compréhension vraiment du réacteur, mais qui n'a pas pour but de faire de l'énergie. Donc c'est plus la recherche fondamentale qui, elle, après, est utilisée par ITER pour créer de l'énergie. Voilà. Et peut-être une dernière question, c'est le privilège d'être sur scène, mais tu disais que tu bosses chez ITER, qui est une institution internationale, donc c'est un environnement multiculturel, tu bosses avec plusieurs nationalités, tu l'as montré. Est-ce que tu peux nous parler peut-être à ces futures générations, c'est quoi un quotidien multiculturel? Est-ce que tu as des anecdotes, même rigolotes ou pas? Alors, j'ai pas forcément d'anecdotes, mais en gros, c'est déjà ne pas parler en français. Donc l'anglais, c'est la langue officielle. J'imagine déjà certaines personnes qui se disent « oui, mais je parle pas très bien anglais ». Je pense pouvoir dire qu'à ITER, tout le monde a son anglais. Le principal, c'est qu'on se comprenne. Les vrais anglophones, certainement, des fois, ont mal aux oreilles parce que notre grammaire n'est pas parfaite. En attendant, on se comprend tous. Après, parfois, en termes de communication, ça prend un peu plus de temps que si on parlait tous la même langue. Mais on s'en sort pas trop mal. Et je pense que le la base, c'est de dire il vaut mieux répéter plusieurs fois pour être sûr que ce soit compris,
plutôt que des fois d'avoir des résultats qui sont un petit peu approximatifs. Voilà. C'est principalement ça, je pense, la règle pour s'en sortir dans un projet international. Merci beaucoup Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'espère que oui, s'il vous plaît. Ah, génial. Est-ce qu'on peut vous faire passer un micro ou moi je vous... J'en ai déjà un. Ah oui, génial. ça marche. Bonjour, je voulais savoir combien de temps vous maintenez l'état de fusion actuellement au projet ITER. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, donc, on a un projet en construction. Donc, on n'est pas en train de faire de la fusion pour l'instant. On est en train de construire toutes les pièces qui permettent d'assembler la machine. L'idée, au final, c'est d'avoir une réaction qui est maintenue, je crois, 120 secondes, avec une énergie 10 fois plus... une énergie créée 10 fois plus importante que celle qu'on a injectée. Donc pour l'instant, le mode d'opération qui est prévu pour ITER, c'est une opération qu'on appelle pulsée et pas une opération continue. Donc on va faire ce qu'on appelle des chocs de, mettons, 120 secondes en fonction des scénarios qui seront répétés plusieurs fois dans la journée. D'accord, parce que le but de ITER, c'est de créer, via le tokamak, de remplacer des centrales nucléaires à fission, à fission, plutôt avec de la fusion et d'avoir un meilleur rendement, plus d'énergie, moins de déchets nucléaires, etc. Et je voulais savoir si ça en est encore qu'au stade de recherche pure ou est-ce qu'il y a des progrès depuis, je ne sais pas combien de temps ça a été lancé ITER, mais est-ce qu'il y a des vrais progrès qui ont été faits sur la durée de maintien de l'état de fusion? Alors pour l'instant, donc, on est toujours en construction. Donc on n'a pas de résultats à donner. Évidemment qu'il y a énormément d'autres laboratoires qui, eux, travaillent sur la physique des plasmas, donc la physique qui est derrière la fusion, pour ensuite pouvoir optimiser la réaction de fusion. Mais donc pour ce qui est d'ITER, pour l'instant, on est en construction. Donc on n'a pas encore de résultats, on va dire, de ce genre-là. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une dernière question, s'il y en a une ou pas. Non? Oui, désolé monsieur. Oui, bonjour. Donc je voulais savoir au niveau donc, de la fusion, quelles sont les contraintes en fait, pour maintenir la fusion? Parce que comme on sait, la différence avec la fission, c'est qu'il faut faire en sorte que ça soit stable. Mais la fusion, il faut maintenir la fusion. Donc quelles sont les contraintes, mis à part le champ magnétique? Alors, il y a le champ magnétique qui permet effectivement de contrôler le plasma. Il y a aussi un besoin d'injection d'énergie pour chauffer le plasma. Parce que pour que la réaction fonctionne et fonctionne avec un rendement suffisant, il faut que les particules soient suffisamment chauffées pour qu'elles rentrent en collision et réagissent. Et ensuite, c'est vraiment les deux principales contraintes. Après, évidemment, si on a un mauvais contrôle parce qu'on a un champ magnétique qui n'est pas stable, on risque d'aller toucher les parois qui sont autour du plasma. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient, on va dire, annihiler le plasma. Donc, il n'y a plus de plasma et il faut recommencer. Donc, vraiment, le principal, c'est d'avoir un bon champ magnétique pour contrôler la position du plasma et un chauffage suffisant pour venir injecter assez de chaleur pour que la réaction fonctionne. Merci beaucoup. De rien. Un grand merci, monsieur. On n'a plus le temps pour les questions. Peut-être après en aparté, je suis désolé. Merci infiniment. Bravo pour vos questions. Elles n'étaient pas préparées, je vous le promets. Un immense merci à Stéphanie. On peut l'applaudir. Si je peux juste ajouter quelque chose. Il y a le stand d'ITER qui, si vous voulez plus d'informations, il y a un stand dans le hall principal où vous avez des maquettes et des composants qui sont exposés. Merci beaucoup à toutes et tous.